Bonsoir à tous. Dans ce talk, nous allons faire le point de toutes les requêtes en contestation des résultats des élections couplées du 2 septembre dernier. Elles sont 71 en tout portées devant le Conseil d'État. On en parlera dans cette émission. Et puis on parlera encore élection, cette fois, élection sénatoriale avec les abandons du PPACI, de certains candidats du PPACI et du PDCI RDA. En fin d'émission, nous allons recevoir un homme de médias devenu écrivain, Marcel Enseigne. Avec lui, nous allons parler de son nouvel ouvrage écrit. Restez avec nous dans cette émission. Vous allez aimer. Bienvenue. Bienvenue au Talk sur Live TV, la télé sans filtre. Merci de nous regarder sur les différents canaux et sur les réseaux sociaux. Mes préférés sont sur les réseaux sociaux. Vous qui partagez le direct, on vous aime tant. Merci de nous avoir accompagnés pendant toutes ces vacances, de liker, de partager, de faire des commentaires sur tous les directs, bien sûr, de cette émission du Talk. Merci de rester avec nous encore pour cet autre numéro du Talk. Désiré Dénéo nous a rejoint. Bonsoir Désiré. Bonsoir Eric, bonsoir les gars. Enfin, je suis habituée à dire trois gars. 3 garçons? Ouais, 3 gars. On dit 3 garçons, tu dis 3 gars. 3 gars. Ouais. 3 gars. La féministe. Le masculiniste se plaint du fait qu'on l'appelle un gars ou garçon. Non, c'est la même chose. Nous sommes des hommes. D'accord, 3 hommes. Gars, ça fait un peu. Ouais. C'est ringard. C'est ringard. Gars, c'est ringard. D'accord. Eman, comment ça va? Je vais très bien. Super. Salut, chers amis. Et puis Daouda, Sa Majesté. Koulibaly, c'est très important. Daouda Koulibaly, Sa Bonsoir Majesté. à toi Dénéo, j'avais hâte de te retrouver sur le plateau. Très bien. Depuis Poitiers. Vous étiez à Poitiers ensemble? Non, elle était à Poitiers, encore étudiante et on se connaissait, on se parlait. D'accord. C'est une histoire. Donc elle était à Poitiers, toi tu étais à Abidjan, tu parlais avec elle. Et on parlait. Ah, tu essayais de lui faire un tour ou c'était... Ben non, mais elle a été toujours une petite soeur. Même quand je prenais des coups sur les réseaux sociaux, elle était toujours au front pour moi. Très bien. Donc, c'est de belles retrouvailles sur ce plateau. Voilà, Désiré Dénéo, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour ses convictions. Très bien. Et pour ça, je l'adore. D'accord. Et ses premières convictions sont celles féministes, pour lesquelles elle est activiste. Bon, je dis ça, je dis rien du tout. Allons dans cette émission avec Ça fait l'actu. Et dans Ça fait l'actu, je le disais en introduction, 71 requêtes en contestation donc, devant le Conseil d'État. On va y aller tout de suite. Donc, Herman Abois, c'est 71 contestations, donc, requêtes. Oui, il y a 71 requêtes, recours devant le Conseil d'État, ce qui concerne les élections pour les conseils régionaux dans certains, c'est 71 circonscriptions régionales là. Et 33, c'est ça non 71 pour les communes et 13 pour les régionales. 71 pour les communes et 13 pour les régions, autant pour moi. Donc, bon, moi je pense que c'est ce qu'on dit. Hein. Il y a, quand on regarde les 71 et même les 71 pour les communes, sur 201 communes, ça fait un peu plus de 30%. C'est-à-dire qu'un tiers, plus d'un tiers aujourd'hui, des circonscriptions régionales, il y a des contestations là-bas. Et 13 au niveau des conseils régionaux aussi, un peu plus de 30%, donc un peu plus d'un tiers. Ce qu'il faut faire remarquer, c'est que le nombre important de ces requêtes-là exprime clairement que la CEI a un problème d'organisation, de maîtrise des scrutins électoraux. Parce que si c'était bien déroulé, il y allait avoir moins. C'est parce que les gens déposent des recours, des requêtes, parce que ces candidats-là, ces listes-là, estiment qu'il y a eu fraude ou bien il y a des irrégularités. Mais il y a eu des irrégularités. Oui, mais qui pourraient entacher la sincérité des résultats. D'accord. Donc, moi, je pense que la CEI doit pouvoir faire en sorte qu'on arrive à 0 recours. C'est vrai qu'on peut ne pas... Il y a eu des élections où il n'y a pas eu de recours du tout, mais 71 jusqu'à 100. Aujourd'hui, on est quoi? 71 plus 13, ça fait environ 84 recours, c'est assez pour des élections. C'est énorme. Bon, qui sont dans le détail ces requérants? Est-ce que c'est que des candidats? Bon, il est important de dire que c'est vrai qu'on parle de 71 requêtes pour tout ce qui concerne au niveau municipal et 13 pour les régionales. Mais en réalité, les requérants ne sont pas seulement les candidats. Donc, il est important de dire à nos téléspectateurs que quand on prend une commune comme le Plateau, il y a pratiquement 4 requêtes. Donc, un simple électeur peut décider de faire un recours à l'endroit du Conseil d'État. Donc, c'est ce qui augmente le nombre de ces requêtes-là au niveau
national. N'empêche que c'est vrai que, même si je suis en partie d'accord avec ce qu'Herman dit, la CEI a sa part de responsabilité dans cette élection-là. Mais j'estime qu'il y a aussi, parmi ces requêtes, ou bien ces requérants-là, beaucoup de mauvais perdants. Voilà. On a vu des communes où des gens ont fait des vidéos pour dire oui, un candidat serait allé compter les voix chez lui à la maison, tout et tout. Je veux dire, en Côte d'Ivoire ici, de mémoire, je n'ai jamais vu une élection depuis les années 2010 jusqu'à aujourd'hui où il n'y a jamais eu de problème. Il y a toujours, depuis les années 2000 même, quand on regarde comment Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, avec en son temps, c'était Honoré Guié qui était là, il y a eu problème, il y a eu contestation, il y a eu marche, il y a eu mort. Aujourd'hui, moi, je souhaite sincèrement que les politiciens eux-mêmes, il faut qu'ils nous sortent de cette situation-là. Parce que généralement, on arrive à ces cas de suspicion parce que bien avant les élections, on commence à se soupçonner de fraude, de ceci, de cela. Allons à des élections sans pour autant qu'il y ait tout cela. Mais n'empêche que la CEI doit aussi, elle aussi, se mettre au travail. C'est important. D'accord. Moi, je pense que ça pose la question de la maturité de nos démocraties. Parce que si à chaque élection, il peut y avoir des irrégularités, mais des irrégularités, enfin de grandes irrégularités comme ça pose la question même du sérieux des institutions qui garantissent et qui régissent cette démocratie, notamment la CEI qui est censée organiser les élections. Et on l'a dit sur ce plateau ici avant les élections qu'il fallait prendre, comment on dit ça, des mesures adéquates parce que c'est le dernier scrutin ouvert avant les présidentielles de 2025. Et c'était vraiment un test. Si déjà pour des municipales et des régionales, on a 71 requêtes, plus 13 pour les régionales, je pense que ça pose problème sur même en fait la crédibilité de la CEI. Crédibilité, peut-être enfin un renforcement de capacité parce qu'on a vu dans certains bureaux de vote, dans des communes notamment qui ont été sujettes à beaucoup de problématiques. La question, par exemple, des bureaux de vote où des gens ont voté à ciel ouvert, je pense que ce n'est pas joli, en tout cas, pour une démocratie en fait, comme la nôtre. D'accord. Question d'organisation, de faille dans l'organisation. Je rappelle que le président de cette institution avait dit que cela n'entacherait pas donc, la crédibilité globale du scrutin. En fait, ce qu'on lui demande, c'est de travailler à ce qu'il n'y ait pas assez de requêtes, comme on le constate. On ne peut pas dire que plus d'un tiers de requêtes pour les municipales et pour les régionales, c'est pas important. Dire qu'il n'y a pas de... C'est parce que il devait faire en sorte que lorsque les élections se passent, la transparence qu'il y a, ce sont des suspicions qui envoient des requêtes, des suspicions de fraude. Donc, il devait garantir, enfin, le responsable de la CEI devait garantir, faire en sorte qu'il y ait moins de requêtes. S'il y a assez de requêtes, et le nombre est assez important, c'est un indicateur qu'il y a un problème dans le scrutin, dans le déroulement du scrutin. Mais tu sais, au-delà de ça, Eric, il est important de dire aux uns aux autres que, prenons le cas de la dernière sortie, lorsque certaines personnalités ont été retirées de la liste électorale. Mais certains partis d'opposition sont venus crier à corps et à cri pour dire que oui, ils ont été retirés de la liste. Mais le président de la CEI a fait une sortie pour dire aux uns aux autres, si vous estimez que des gens sont frauduleusement entrés sur la liste électorale, venez avec des preuves palpables. Selon la loi, on va les retirer. C'est pour cette raison que le contentieux est ouvert. Malheureusement, ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est que en même temps qu'on accuse la CEI de faire preuve de légèreté, mais j'estime que beaucoup de partis politiques en Côte d'Ivoire font preuve de légèreté. Parce que dans un premier temps, on vous dit allez vous faire recenser vos électeurs, vous ne le faites pas. Mais même quand les gens vont aller se faire recenser, quand il y a des irrégularités, vous n'allez même pas au contentieux pour aller retirer ces gens de la liste électorale. Et maintenant, quand les élections arrivent, vous voulez empêcher ces personnes de voter. Finalement, quand vous perdez, à qui vous voulez vous en prendre? Mais vous vous en prenez à vous-même. Et je pense que pour ceux qui sont juristes, mais nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc aujourd'hui, ceux qui sont en train de se plaindre, ils se prévalent de leurs propres turpitudes, qu'ils l'assument et on passe à autre chose. Pour les prochaines élections, pour la prochaine révision électorale, je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités clairement. Parce qu'en Côte d'Ivoire, même si le bon Dieu organise une élection, il y aura toujours des gens qui vont dire qu'il y a fraude. Voilà. Après, il faut carrément dire à Daouda qu'à l'occasion de ces élections-là, on a vu que les partis politiques, certains même déjà avant même que le contentieux ne s'ouvre, ils ont manifesté, ils ont
fait même des conférences de presse pour montrer des irrégularités. On a vu une dame sur la liste électorale qui aurait eu peut-être 200 ou 700 enfants. Donc, je veux dire que après, les partis politiques font ce qu'ils ont à faire. C'est la CEI qui doit nous assainir les listes. Il ne faudrait pas que... Et voici une institution qui a le devoir, chaque année, de mettre à jour les listes électorales. Et que c'est à la veille des élections qu'on la voit faire cela. Chaque année, on doit pouvoir, avant même que les gens, on invite les gens pour venir fouiller, si le nom est sur la liste. Il faut pas attendre la veille des élections. La veille des élections. Il faut le faire au préalable. Donc ce qu'on dit, c'est comme elle a dit, renforcer les capacités. La CEI doit savoir que son rôle est important. Ici, on l'a dit même avant les élections. Au départ, après, on a vu que le scrutin s'est bien déroulé. Mais après, on a vu qu'il y avait des contestations. Même avant cela, même pendant la campagne, on a vu qu'il y a des gens qui avaient laissé même leurs affiches et autres, je ne parle pas des grandes pancartes, les affiches et autres, le jour du scrutin. Tout cela, la CEI doit faire en sorte que ça puisse se régler. Moi, je pense qu'en fait, concernant tout cela, ça pose la question de l'historicité de la CEI. CEI, dans l'esprit de l'Ivoirien, ça rime en fait avec des crédibilités. On a vu, on connaît tous l'histoire de la CEI, elle est née suite aux accords de Ouagadougou, en fait, organisé un... L'INAS Makoussi, bon, après Ouagadougou, enfin. Et on a vu, il n'est pas encore minuit, la CEI n'est pas encore foreclose dans l'histoire de ce pays. Moi, je pense qu'il faut non seulement réformer, mais peut-être changer le nom de l'institution. Oui, le nom est problématique en fait, et c'est psychologique. Qui dit CEI en Côte d'Ivoire, enfin, rime avec, bon, de toutes les manières, on sait que les dés sont pipés. Il faut déjà rappeler que ce plateau n'est pas donc fait pour laminer ou encore piloter la CEI, hein, c'est pas l'intention du tout. Maintenant, ce que moi j'aimerais dire... Revenons sur le sujet en question. Le sujet en question, on va en parler parce que quand Herman dit que les gens sont allés sur des plateaux de télé ou bien organiser des conférences de presse, je tiens à lui rappeler qu'un plateau de télé ou bien une conférence de presse, ça ne peut pas enlever quelqu'un sur une liste électorale. Et c'est pour cette raison qu'on appelle les uns et les autres à aller au contentieux. C'est à ça que le contentieux sert. Il ne sert à rien pour des partis politiques, et je vais dire le PPACI, en l'occurrence Maître Abiba Touré, qui s'est allé s'étaler dans une conférence de presse. Il n'y avait pas que le PPACI, il y avait le PDCI. Voilà, le PDCI qui viennent s'étaler dans la presse, s'étaler dans les journaux, dit oui, voilà, il y a eu tricherie, il y a eu fraude, il y a eu ceci, mais on vous dit, venez avec des preuves. Tenez-vous bien. Est-ce que vous savez que dans ce contentieux-là, il y a eu pour près de 8 millions, le corpus électoral c'est de 8 millions. Vous savez, il y a eu combien de personnes, il y a eu combien de réclamations? 5 000. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez rien de tangible, de juridique pour sortir des gens d'une liste électorale. Donc, il ne sert à rien de venir crier partout dans la presse, oui, il y a irrégularité, il y a irrégularité. Mais tenez-vous bien, cette liste électorale dont on parle aujourd'hui, on l'a hérité de qui? On l'a hérité de M. Laurent Gbagbo en son temps président. Parce qu'il y a eu... Mais il y a eu des réformes. Mais justement, c'est lui qui a fait la liste électorale. C'est lui qui avait fait... Allons doucement. S'il vous plaît. Allons doucement. Souvent, on met ça sur le C'est Laurent Gbagbo qui avait fait la liste électorale ou c'est l'institution? Si on peut parler, ce serait pas mal. Je pose la question, s'il vous plaît. Daouda. Cette liste électorale dont on parle aujourd'hui, c'est à l'occasion de l'élection de 2010. Que cette liste électorale a été, tu parlais des accords de Dinas Makoussis, de Ouaga 1, Ouaga 2, Accra 1, Accra 2. C'est finalement après plusieurs accords entre eux-mêmes politiciens que finalement, cette liste a été adoptée par chacun d'entre eux. D'accord. Laissez-le terminer. Donc, techniquement, si aujourd'hui nous en sommes arrivés à cette problématique-là, c'est parce qu'à un moment donné, les politiciens eux-mêmes, là, c'est eux qui créent cette situation de suspicion. Je n'ai pas compris pourquoi le nom de Laurent Gbagbo est sorti dans cette affaire. Mais non, je veux dire que ça vient de lui. De lui. Voilà, parce que finalement, ça vient de... C'est sous sa gouvernance que cette liste électorale est sortie. D'abord, c'est ça, justement. Il faut en faire parler aussi. D'abord, quand il vient, ça veut dire que lui-même il reconnaît que la CEI ne fait pas son travail. Parce qu'il prend un listing de 2010. On est 13 ans après. Le travail, justement, comme au temps de Gbagbo, ça n'a pas été bien fait. Le travail de la CEI, donc de Clubert ou bien avant ceux qui étaient là, c'est de faire en sorte que la liste soit épurée. Les Ivoiriens veulent aller à des élections et vous voulez aller voter. Il faut que les listes là, électorales là, soient des listes authentiques. Donc, si Laurent Gbagbo en 2010 n'a pas pu faire, parce qu'un corps, quand il est malin, on peut mettre ça sur Laurent Gbagbo,
Il n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, il faudrait que, depuis 13 ans, chaque année, là, la CEI, son travail, c'est d'actualiser la liste électorale. Donc, on a 13 ans après, s'ils n'ont pas pu le faire, il ne faudrait pas partager la mère de... Je voudrais revenir au débat en fait, sur la CEI, sur c'est Laurent Gbagbo ou pas. Après, il y a eu quand même 13 ans pour pouvoir réformer, mettre à jour pardon, ce fichier-là. Moi, pour rappel, en 2010, je n'avais pas voté, je n'avais pas 18 ans. Mais j'ai pu voter en 2015, enfin en 2020, jusqu'en 2020. Voilà, on m'a mis. Donc, ça signifie qu'il y a eu du travail qui a été fait, Daouda. Et pour revenir à la question des irrégularités, enfin, qui font qu'en ce moment, il y a des requêtes, on demande à la CEI de travailler. On demande à la CEI d'avoir ses agents, arriver à 8 heures, ouvrir les bureaux de vote, voter, faire ce qu'il fait. On a parlé de la question des tablettes ici. On a vu en fait ici des tablettes qui n'ont pas fonctionné. On a vu Cuibert qui a dit le soir du scrutin, Mamadou Cuibert, pardon, tant pour moi, que ce n'est pas parce que les tablettes ne fonctionnent pas que ça entache en fait la régularité du scrutin. On a vu la catastrophe au plateau. On a vu la catastrophe à Yopougon. Il y a eu la question des tablettes qui se posaient. Donc moi je pense qu'à un moment donné, la CEI, il y a eu des élections, enfin, il y a eu 2020, octobre 2020, il y a eu 2021, les législatives. Donc à un moment donné, il faut se servir de ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir rendre en fait les choses performantes. On a même vu des encriers où c'était le tampon, voilà, tampon. Vous parlez comme un tampon. L'encre de tampon. De nos mamans dans les secrétariats, c'est ce qu'on a pris en fait comme encre indélébile. Et ce n'était pas indélébile, donc c'est des petites choses comme ça qui entachent en fait l'image de la CEI. Et c'est ce qu'on demande de corriger. Aujourd'hui, mais Daouda, on dit que ce sont les femmes en fait qui bavardent comme ça, mais apparemment les hommes sur ce plateau-là sont pas très évidents. Au-delà de tout ce que vous dites, même si on peut s'asseoir sur un plateau, faire le procès d'intention à la CEI de façon directe comme ça, il est aussi important de dire que nos politiciens, nos hommes politiques, nos partis politiques, on leur part des responsabilités. Oui, ça on est d'accord. S'il te plaît. Nous tous on est parce d'accord. qu'en même temps, Désiré, tu vois, ce qui me gêne dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, quand on vient s'asseoir sur le plateau, on dit oui, la CEI, la CEI. Mais quid de la responsabilité des partis politiques eux-mêmes, ces partis politiques même qui ne font même pas leur travail? C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'il faut pousser l'institution. Les partis politiques pourraient dire que ce n'est pas eux qui organisent. Ce n'est pas une question. Non, parce que justement, ce que vous ne savez pas, ce qui est bizarre, toutes les décisions que la CEI prend, généralement, c'est après les accords que chaque parti politique qu'ils ont eu entre eux, quand ils ont fini de discuter, finalement, voilà, donc finalement, quand on vient, on décide, le temps prend, et on va prendre un arrêté ou bien un décret pour dire, bon, ok, on dit à la CEI, juridiquement, voici le document. Et c'est en fonction de ça que la CEI, c'est sur ça que la CEI s'aligne. Donc, ne faisons pas ici le procès de la CEI pour dire, elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça. Mais au même moment, et c'est ce que je disais dès l'entame, au même moment que la CEI a sa part de responsabilité, les partis politiques eux-mêmes, on leur part de responsabilité. Et ça, il faut pouvoir le dire aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. En majorité, sur les 71, ça va être le dernier point donc, sur ce sujet. Sur les 71, quelles sont les régions où les partis de la Côte d'Ivoire qui reviennent? On a le... Il y a le Guémon qui a été annulé carrément. Il y a le Gore, il y a les Grands Ponts. Il y a San Pedro, il y a le Cavali, il y a aussi le Tonqui, on a le plateau où il y a eu, on sait tout ce qu'il y a eu là-bas, tout et tout. Donc, je vais dire, il y a beaucoup de régions qui vont revenir. Maintenant, laissons au Conseil d'État la responsabilité de lire le droit simplement. Si des requêtes sont justes, forcément, ça va passer. Il a combien de temps le Conseil d'État pour réagir? Bon, je ne sais pas. Il a 30 jours. Ça fait un mois. Un mois, d'accord. Très bien. Donc, on espère qu'au sortir de cela, tout va aller bien. Donc, chacun sera content. Tout le monde sera satisfait au sortir des dernières décisions donc, prises par le Conseil d'État. Merci donc d'avoir réagi. Et nous allons poursuivre cette émission, bien sûr, avec un autre sujet. On y va. C'est encore d'élections que nous parlons, mais cette fois, élection sénatoriale. 2023, des candidats du PDC et du PPACI abandonnent la course. Pourquoi? On va le savoir avec vous, chers amis. Désiré? Oui, enfin, il y a des candidats du PPACI et du PDCI qui décident de ne pas aller au sénatorial parce que selon eux, le contexte en fait ne s'y prête pas. Au-delà de ça, ils estiment que le scrutin, les municipaux et les régions, enfin les élections municipales et les élections régionales, comme elles ne se sont pas bien déroulées, parce qu'on a constaté qu'il y a jusqu'à 84 requêtes, qu'est-ce qui fonde la légitimité des conseillers, des grands électeurs qui vont aller choisir
ces différents sénateurs. Donc, je l'avais dit ici, bon, on a eu à discuter là-dessus ici, tant qu'on convoque un collège électoral, pendant qu'il y a des requêtes qui sont déposées, qu'est-ce qui fonde leur légitimité? Ici, Barry et Daouda ont tenté de prouver que c'est la loi qui décide ainsi. Non, la loi dit qu'il faut convoquer le collège électoral pour participer, des grands électeurs, pour participer au sénatorial. Puisque chaque région doit voter, élire deux sénateurs. Mais ces grands électeurs-là sont issus des conseils municipaux et des conseils régionaux. Donc, tant que les conseils régionaux ne sont pas assis, on ne peut pas tirer de ces conseils régionaux-là, ou des conseils municipaux, des grands électeurs. En même temps, moi je pense qu'à un moment donné, la question de la légitimité, on est en démocratie ou on n'est pas en démocratie. C'est une question qu'il faut se poser. Le vote, il est secret ou il n'est pas secret? C'est une question qu'il faut se poser. Toi, tu étais aux États-Unis, tu sais comment ça fonctionne, c'est le système des grands électeurs. Et même parfois, pour faire passer des lois, le parti au pouvoir fait passer, même quand ils sont minoritaires, enfin, au niveau du Congrès, ils arrivent à faire passer des lois parce qu'ils arrivent à faire du lobbying, en fait, auprès, comment on dit ça, des autres représentants issus, soit des républicains, ou on a quelques indépendants maintenant, en fait, aux États-Unis. Donc, ça signifie qu'il faut pouvoir aussi aller faire un lobbying. Moi, je pense que c'est... Je ne sais même pas qu'on va dire ça. C'est abandonné, en fait, que de dire qu'on ne participe pas aux élections parce qu'au municipal, on appelle... S'agissant du PPACI, je pense que ça a été dit sur ce plateau. Moi, je pense que ce n'est pas valable. Quand on a passé pratiquement plus de 10 ans sans prendre part en fait, aux jeux politiques, mais ce sont les conséquences. Quand on revient, on accepte tout. Non, quand on revient, on accepte, ok, on est d'accord, mais est-ce qu'on va... Est-ce pour autant que... Je prends Laurent Gbagbo qui disait que même s'ils n'ont pas participé aux élections, à sa conférence de presse là, juste avant les municipales et les régionales, qu'il était temps pour eux de participer aux élections. Donc, il faut participer aux élections, il faut bien participer aux jeux politiques. Si on a une offre politique ou si on a un discours politique, c'est le moment en fait, de pouvoir convaincre les gens. Donc, je pense que c'est une fuite en avant que de dire que... il faut surtout rappeler que 10 ans derrière, le PPAC n'existait pas. Donc, c'est un nouveau parti. Un nouveau parti avec des anciennes figures. Après, on a vu partout, il y a des partis qui sont nouveaux. On peut parler de l'UMP, en fait, en France, où c'était, comment on va dire ça, c'était quoi, les Républicains. Ça change. Même le FN qui a donné le FN qui a donné le RN. Donc, c'est juste, en fait, une enveloppe qui change de couleur. En fait, ce que je veux dire, je pense que tu as lâché le mot. C'est une fuite en avant de l'opposition dans la mesure où, quand tu vois des gens qui viennent s'asseoir pour dire non, on ne peut pas y aller parce que les conditions ne sont pas mises en place. Non, ils ont juste peur de l'échec parce qu'ils savent que d'office, ils ont perdu, parce que tu n'as pas véritablement fait ton travail pour pouvoir gagner un siège dans une commune ou bien que réclament concrètement ces partis? Mais ils ont été clairs en la matière. Le PDCI, au niveau du Gontougo, parce qu'il faut dire les choses clairement. Dans le Gontougo, ils disent que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils puissent aller aux élections. Donc, ils se retirent. Ont-ils cité ces conditions? Ils ne l'ont pas cité clairement. C'est dans leur communiqué, ils ne l'ont pas cité clairement. Dans le Cavali, ils disent qu'il y a une requête qui est au Conseil d'État. Mais moi, je trouve que c'est quand même réducteur de dire à des gens, oui, il y a une requête, finalement, les gens qui ont été votés, puisqu'ils ne sont pas de notre parti, tout et tout, donc finalement, ils ne vont pas forcément voter pour nous. Je trouve que c'est réducteur. Les gens sont allés à l'école, les gens sont des intellectuels et nous sommes dans une démocratie. Dieu merci, s'il vous plaît, Dieu merci, Désiré Deneo parlait aujourd'hui des États-Unis. Mais elle parle des États-Unis, mais moi je vais parler de la Côte d'Ivoire. Lors du vote de la loi 58 nouveau sur le code du mariage, malgré le nombre assez important des députés du RHDP, la loi n'est pas passée facilement. Il a fallu plusieurs lobbying pour que finalement, cette loi-là puisse voir le jour. Parce qu'à un moment donné, les partis les partis d'opposition et le parti au pouvoir ont dû discuter, négocier, faire du lobbying. Mais venir s'asseoir sur un plateau, dire oui, il y a ceci, il y a cela, je trouve que c'est une fuite en avant. Ils ont perdu parce que l'élection du 2 septembre dernier a prouvé clairement qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, non, on va permettre, mais je vais terminer. Ne sois pas loin, sois pas long, s'il te plaît. Quand les autres sont longs, tu ne parles pas. Je parle pour tout le monde. Quand ils sont longs, tu ne parles pas. Je ne parle pas de deux points de mesure. Soit à deux fois, je me tais. Non, je sais que tu es nostalgique d'être animateur, mais ce n'est pas toi l'animateur. Tu es très nostalgique, mais ce n'est pas toi. On va se calmer.
On va se calmer sur ce Non, je plateau. peux terminer maintenant. Il faut terminer. Merci beaucoup. Donc, cette élection régionale et municipale a clairement démontré qu'aujourd'hui, le RAGP est son seul adversaire. Donc, finalement, que ceux qui ne veulent pas aller aux élections, bon, qui n'y aillent pas. Mais une chose est sûre, la politique de du siège vide en Côte d'Ivoire ici, ça a fait ses preuves. On l'a vu. Moi, on l'a longuement écouté, hein, Daouda, avec ses relents. Mon intention, faut pas me prêter Quel de relent, temps. s'il te Faut plaît? seulement pas me prêter de Non, temps. quel relent? Non, laissons. Ce que je veux dire, Daouda ne semble pas connaître le mécanisme de mise en place du collège électoral concernant les électeurs. D'abord, il faut qu'il sache que c'est un scrutin universel, à suffrage universel indirect. Ça veut dire quoi? Les électeurs votent des conseillers régionaux et des conseillers municipaux qui, avec les conseillers municipaux et conseillers régionaux, vont maintenant à une autre élection pour choisir. Mais comment ça se passe? Lorsque tu gagnes lorsqu'un parti politique gagne dans une circonscription électorale, par exemple, je prends la mairie de Bapékou, j'aime bien prendre l'exemple. S'il y a 40 sièges au niveau de la mairie de Bapékou, 40 conseillers régionaux, lorsque tu as gagné, même si tu as gagné à 51%, à 30%, à 20%, quoi que ce soit, la loi te donne déjà la moitié du nombre de conseillers régionaux. Donc, du coup, tu te retrouves avec, comme il y a 40 conseillers régionaux, conseillers municipaux, tu te retrouves avec 20 déjà. Maintenant, si tu as gagné à 30%, on te donne encore, par l'arithmétique proportionnelle, on te donne encore les 40 autres pourcents que tu as. Fait, donc, je vais terminer pour que les gens comprennent bien. D'accord. Nous allons chuter pour aller à la pause. Donc, si on va à une requête, et que la requête, le Conseil d'État vient de dire, par exemple, on change de scrutin, là, ça veut dire que les élections vont être reprises. Et si les élections sont reprises, que le parti qui n'a pas été vainqueur a gagné. Du coup, les 20%, la moitié, je prends un exemple, la moitié de ces conseils municipaux-là revient à tout. Donc ça joue, ça change. Je dirais bien, je peux prendre ça, parce que c'est trop compliqué. Les mathématiques, c'est trop compliqué pour toi, donc tu ne peux pas comprendre. Tu penses que c'est... Ces partis voudraient attendre que la période des recours passe avant de lancer les élections sénatoriales. C'est ça le point, n'est-ce pas? D'accord. Merci à vous tous. On va aller à la pause. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. Vous regardez le talk d'air de la semaine. Et on espère après ça que vous allez passer un agréable week-end pour revenir après sur Live TV. Vous restez, mais totalement sur Live TV, de bout en bout et de jour en jour. Merci de regarder ce talk avec moi sur ce plateau. Le tableau est toujours présent avec Désiré Denéo, Daouda Koulibaly, Sa Majesté, Herman Aboua sont toujours présents avec moi sur ce plateau. Et nous allons y aller tout de suite avec le fait du jour. Et dans ce fait du jour, le professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a rencontré le jeudi 14 septembre 2023, c'était hier seulement, donc à l'amphithéâtre A de l'université Nangui à Bourgois, les étudiants de l'école préparatoire aux sciences de la santé en présence du président et du vice-président de l'université, des doyens des UFR, du directeur et du directeur de l'EPSS, de la conseillère technique chargée donc des sciences de la santé et du directeur des systèmes d'information. C'était quoi l'objectif, le but de cette rencontre, Désiré? Oui, cette rencontre avait 4 points à son ordre du jour, notamment les raisons de la suppression de l'EPSS, qui est l'école préparatoire aux sciences de la santé, communément appelée tronc commun, les critères d'orientation dans les UFR de sciences de la santé, les choix qui s'offrent aux étudiants qui auront échoué au concours, et les mesures d'accompagnement. Donc là, on parle du tronc commun. Oui. D'accord. Il avait été annoncé que le ministre avait donc décidé d'annuler ce tronc commun. Exactement. D'accord. C'est pas le ministre, le gouvernement. Le gouvernement a décidé d'annuler ce tronc commun. D'accord. On a spéculé sur ce tronc commun-là. Déjà sur ce il y a des cas de santé mentale. Il y a des cas où les étudiants sont obligés de dormir dans les amphithéâtres. Je veux dire que la façon à laquelle c'est organisé, jusque-là, c'est vraiment une grosse pression pour les étudiants. Bon, je suis quand même surpris de voir aujourd'hui que des étudiants n'acceptent pas qu'il y ait cette suppression-là. Pendant que si on rentre dans les familles, on rentre auprès des étudiants, même qui sont les nouveaux bacheliers, c'est vraiment lorsque tu dois aller au tronc commun. Nous, par exemple, on a évité le tronc commun. Parce qu'on a préféré aller en CBG pour ne pas avoir des problèmes, des maux de tête et autres. Là, ou des surménages. Des surménages. Ouais. Donc, si le gouvernement prend ces genres de mesures, je pense qu'il y a plein d'autres questions
sur lesquels on peut interpeller le gouvernement. Notamment dans le secteur de l'enseignement supérieur, il y a les questions des écoles. La dernière fois, on a vu qu'il y a certains enseignants du privé qui n'avaient pas, par exemple, que les fondateurs et autres là, ne payaient pas bien. Ces choses-là, les étudiants aussi, c'est vrai qu'ils sont syndicalistes, ils n'ont qu'à se préoccuper de ces choses-là. Que de venir... Quelle raison donne-t-il pour demander au gouvernement, par le biais du ministre, de maintenir le tronc commun? Je pense que sur ce plateau, on a reçu le secrétaire... du syndicat des élèves médecins en sciences de santé qui disait que le tronc commun permettait quand même de faire, servait de filtre et que ça permettait d'éviter la corruption. Bon, après, c'était l'argument qu'il avançait, mais moi je suis totalement en faveur de la suppression du tronc commun parce que déjà il y a des critères qui sont définis par le ministère. Il faut avoir 23 ans au plus, ou sinon avoir au moins 12 sur 20 en mathématiques, en physique, chimique et en sciences de la vie et de la terre et être parmi les méritants. Donc la question qui se pose, moi je pense, avec ou sans tronc commun, la question qui se pose c'est de savoir si ceux qui vont en première année de médecine, là, ils sont méritants. Est-ce qu'ils ont les 12 en fait sur 20? On dit que certaines personnes peuvent glisser en fait leurs envois. Après, ils vont aller composer. Ils vont aller composer, en fait, comme tous les étudiants, il y a des tests en fait, pour pouvoir bien évidemment passer en année supérieure. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas besoin de faire un tollé. Sans tronc commun, on a la garantie d'avoir de bons médecins. On a la garantie d'avoir de bons médecins. Après, le meilleur système de santé, les systèmes de santé performants, aux États-Unis, il n'y a pas de tronc commun. Donc, les étudiants, ils font en fait des années d'internat après. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que faut forcément rester à quelque chose. Enfin, il y a forcément le mystère. Oui, c'est difficile. Oui, c'est dur. Enfin, et les gens, en fait, ils ont ça en tête. Mais on voit les conditions de vie des étudiants qui sont en médecine à Nangui, à Brogoua, certains dorment dans des amphis. Il faut déjà penser, en fait, en tant que syndicat, à améliorer la condition de vie de ces étudiants-là. D'accord. On va permettre à Daouda de réagir sur la question. En fait, moi, je suis assez choqué quand j'entends certaines choses, mais je veux dire, soyons clairs en la matière. Des États où la médecine est très développée, ou surtout même pour aller apprendre médecine, c'est le Royaume-Uni et les États-Unis qui sont des exemples que nous tous on aime prendre en exemple, mais on n'a jamais vu de tronc commun là-bas. Généralement, pour être médecin, il faut faire 5 ans d'études. Après les 5 ans d'études, tu n'exerces pas le métier, mais après tu es interne pendant un certain nombre d'années. Après cet internat de 3 ans, après, tu deviens généraliste. Maintenant, si tu veux aller en spécialité, maintenant, tu peux aller faire 3 ans, ou bien 4 ans, ou bien 8 ans d'études pour sortir spécialiste. Mais pourquoi aujourd'hui on se plaint en Côte d'Ivoire que non, parce qu'il n'y a plus le tronc commun? Donc, c'est comme si l'éducation avait été dévaluée. Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, les États dont je parlais tout à l'heure, comment on appelle ça, la Grande-Bretagne et les États-Unis, mais est-ce que ce n'est pas dans ces pays-là que les autorités africaines ont tendance à aller se faire soigner? Ben oui, disons les choses clairement. Ils ont un mal dedans, c'est là-bas ils vont se faire soigner. Donc, franchement, si là-bas, il n'y a pas de tronc commun, il faut s'inspirer des meilleurs. Et les meilleurs, il n'y a pas de tronc commun. Ça ne sert à rien de mettre les enfants des gens sous pression pour une question de tronc commun. Parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, ce qui n'a pas été dit officiellement, c'est que dans cette histoire de tronc commun, quand il y a le tronc commun, il y a certains professeurs d'université qui, oui, il y a certains professeurs d'université qui ont des heures complémentaires. Supplémentaires. Complémentaires, c'est ce qu'on dit là-bas. Je dis bien complémentaires. D'accord. Voilà, merci. Ces heures complémentaires-là leur permettent d'avoir... Ils sont payés par l'État de Côte d'Ivoire à des coûts de millions, en plus de leur salaire de millions. Mais est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour l'État? Quand on supprime déjà le tronc commun qui va alléger la vie de nos petits frères, la vie de nos enfants. Mais en plus de ça, l'État gagne de l'argent. C'est important de le dire clairement. Donc il n'y a rien de mauvais dedans, en fait, dans le fond. Mais il faut indiquer que d'abord, les universités, les écoles de médecine et autres, les UFR de médecine, d'odontostomatologie et de pharmacie, elles-mêmes demandent à ce qu'on supprime ce tronc commun parce qu'elles veulent habiliter déjà à partir de la première année leurs propres étudiants. Et non pas des étudiants qui vont partir forcément aller faire un tronc commun avant qu'on ne les amène. D'accord, très bien. Moi, dès lors que la formation, depuis la première année jusqu'à ce que les étudiants là, terminent leur cursus pour devenir soit médecin ou bien odontostomatologiste et autres, tant que cette formation-là, elle est garantie, elle est de qualité, je ne vois pas d'inquiétude à ce qu'on supprime le tronc commun. Alors, au sortir de cette conférence, de cette rencontre entre le ministre et les étudiants, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. On va regarder la vidéo et la commenter juste après.
peut pas. Qu'est-ce qu'ils veulent pas? Qu'est-ce que vous voyez sur la vidéo? Moi déjà, ça m'a tellement rigolé. Il faut simplement signaler que celle qui est, enfin, la personne qui tient cette caméra amateur là est juste à côté de celle qui crie, donc on l'entend plus. Mais je suis convaincu que cette enveloppe-là, aujourd'hui, tu as demandé au ministre s'ils ont dû le récupérer. Ils ont dû la récupérer, cette enveloppe-là. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque une autorité vient rencontrer, ça se fait. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent faire un tollé avec ça. Rencontre enfin, des administrés et autres. Souvent, pour les frais de transport et autres, les gens prévoient cela. Les perdièmes et autres prévoient cela. On voit ça dans nos villages, on voit ça dans les grandes rencontres comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains sont fâchés par rapport à cela, mais je ne crois pas que les responsables n'aient pas pris ce qui se passe, Eric, il est important de mettre les choses dans leur contexte, et parce qu'une chose qui est sortie de son contexte devient ni plus ni moins qu'un prétexte. Qu'est-ce qui se passe? En gros, dans cette vidéo, comme vous avez pu le constater, le ministre a sorti de l'argent. Après la rencontre avec les étudiants dont on parlait tout à l'heure, il a donné de l'argent pour leur transport. Mais il est important de souligner que le ministre Diawara, depuis qu'il a été nommé ministre, il n'a jamais laissé entrer. Il continue toujours dans ses missions. Quand son calendrier lui permet, il va à l'université pour donner des TDE. Et après chaque TDE, après chaque rencontre avec les étudiants, il leur donne leur transport. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. À tous les étudiants. En tout cas, ceux avec qui il a eu la rencontre, ou bien il a eu son cours, il le fait. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on sort une vidéo de son contexte et on vient dire qu'il veut corrompre les gens. Parce que c'est le thème qui a été mis, c'est la légende qui a été mise dessus sur Facebook. Il veut corrompre les gens. Qui avait-il à corrompre dans cette affaire? Je dis justement, ils disent qu'il veut corrompre les gens parce que, comme certaines personnes ne voudraient pas du tronc commun, donc il leur donne de l'argent pour les amadouer de sorte à ce qu'ils acceptent, la suppression du tronc commun. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Pour corrompre quelqu'un, je ne pense pas qu'on va sortir une liasse de billets ou bien des 1000 étudiants vont vendre leurs dents pour un billet de 10 000 francs. J'avoue que c'est un peu trop. Il faut que les gens prennent. Je précise que Daouda n'a pas la technique pour de la corruption. Non, non, au-delà de tout. Parce que je pense que ceux qui le connaissent, peut-être ceux. Non, je ne dis pas ça pour le ministre. Parce que je vais aller plus loin. J'ai appelé le délégué, le délégué de sa classe, justement, qui est d'ailleurs responsable du conseil des étudiants, qui s'appelle Tapili Eladj Hussein. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il a dit, mais lui-même il est étonné, parce que en tant que délégué, chaque fois, depuis qu'il est ministre, quand il vient enseigner, il leur donne de l'argent. Bah, tiens. Ben, comment se fait-il qu'aujourd'hui, des gens sortent la vidéo de son contexte? Il faut que je rappelle que le ministre enseigne en sciences des... Je précise une chose, il faut rappeler, comme Daouda l'a dit, donc, le ministre enseigne en sciences des structures, de matières et technologies à l'université de Cocody. En fait, je voudrais quand même revenir. Je me suis pas prononcé sur ce point depuis. Moi, je pense qu'au-delà du ministre qui donnerait, j'emploie le conditionnel parce qu'on ne sait pas à quoi exactement cet argent a servi. On n'a pas encore eu de communiqué du CERCOM du ministre. On ne va pas se faire en fait avocat du ministre ou encore avocat enfin des étudiants. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'à un moment donné, il faudrait que nos hommes politiques ou nos acteurs publics arrêtent de se balader en fait avec de l'argent. Et ça date pas. Est-ce que c'est pas gênant que de brandir de l'argent? C'est gênant et ça date pas du pouvoir Ouattara. Est-ce que c'est pas gênant déjà? Les gens parlaient de corruption, mais on a vu sous Gbagbo aussi des gens se promener avec des mallettes. Même jusqu'à présent, on a vu hein, le 5e pont là. Qui arrive en fait avec une mallette, c'est de l'espèce. Et ça pose une question l'argent du contribuable. Qu'est-ce qui nous dit que c'est l'argent du contribuable? Mais l'argent, il sort d'où? S'il vous plaît, c'est une question qu'on pose. Je vous écoute au moins. Vas-y, réponds à la question. Qu'est-ce qui dit que c'est l'argent du contribuable? Parce que, de mémoire, pour le fait que j'ai pris la peine d'appeler certains de ces étudiants pour leur demander, ceux qui le connaissent, ceux qui le côtoient, bien malgré le fait qu'il n'était même pas encore ministre, il le faisait. C'est très bien. Je voulais faire un témoignage là-dessus. Il a été mon enseignant déjà en 96, il était jeune assistant. Quand il nous prenait en optique, effectivement, quand il sortait, si certains avaient des problèmes de transport ou autre, il sortait de l'argent de la poche. Je ne sais pas si peut-être 20 ans après, il a changé ses habitudes. Je le connais pour ça. Mais en même temps, je suis d'accord avec Désiré.
qui interpelle, parce que ça ne sert à rien à chaque fois. Ça, il pourrait même le faire discrètement. C'est vrai que ça devient une habitude, mais c'est bien que ce soit arrivé pour que les gens changent leur façon. Ce n'est pas forcément l'argent du contribuable, c'est son argent qui sort de la poche, mais est-ce que ce n'est pas finalement gênant? Moi, la question, pour moi, je pense de cette façon, ça va être la dernière question parce qu'on a notre invité qui est là. Je pense que la générosité là ne devrait plus être l'attribut des hommes politiques dans ce pays. Ah non, on doit empêcher d'être généreux. Non, non, non. C'est pas pour ça que d'être généreux. Je sais où je veux aller en fait. Je sais où je veux aller parce qu'on a vu certains ici faire campagne. En fait, on a vu certains candidats dire moi je n'ai pas d'argent, machin en fait. Et il faudrait que les gens sachent en fait pourquoi on vote. Et ça se voit, hein. Quand tu ne paies pas le transport des gens. Désolé, ça n'a rien à voir avec la gentillesse. Tout ce que tu dois savoir simplement, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de nos us ou coutumes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et du coup, techniquement, tu vois, sociologiquement, quand on va dans les villages, je pense que tu es présidente ou bien secrétaire général d'organisation, il t'arrive d'aller rencontrer des communautés. Donc quand tu les rencontres, forcément, en partant, tu les laisses un petit présent. On laisse un petit présent, mais ça répond en fait à quelque chose parce que c'est vérifié quand il y a des audits. Et la question qu'on pose aujourd'hui, cet argent qu'on donne en fait dans des mallettes en fait à de grandes cérémonies d'État, ça sort d'où? C'est la question qu'on pose. Merci à tous. Merci à tous. Poursuivons cette émission avec justement notre invité, l'invité du talk qui nous rejoint maintenant sur le plateau. Notre invité du talk s'appelle Martial Ansem. Nous, on le connaît comme animateur. Il a commencé donc ce métier d'animateur radio donc à Radio Yopougon, si je ne me trompe pas. Ouais. On l'a vu sur la radio nationale, Fréquence 2, n'est-ce pas? Ensuite, chez ONUCI FM. D'accord, c'est un homme du micro qui aujourd'hui a pris la plume pour écrire un livre. Et son livre est entre les mains de Désiré, voilà, de Yopougon à New York. Bonsoir, Martial. Bonsoir, Landry. Très content de te retrouver. Ben, pareil pour moi. Alors, sur ce plateau, tu connais tout le monde sur ce plateau, de toute façon. Oui, Herman. Oui. Herman Abois. Mon ancien américain. D'accord. Désiré de Néo. Jeune visage. D'accord. Jeune visage, mais bon, qui fait parler de lui et qu'on voit beaucoup quand même à Abidjan ici. Alors, que devient-il? Par où est-il passé après donc ONUCI FM à Abidjan pour revenir aujourd'hui avec un livre de Yopougon à New York? Bah, écoute, de l'ONUCI, je me suis retrouvé au siège des Nations Unies à New York. D'accord. Où je suis resté 5 ans, où j'ai travaillé en tant que journaliste à l'unité francophone de la radio. Et puis, parallèlement aussi en tant qu'attaché de presse. Et puis, en 2012, je suis rentré à Abidjan. Et parallèlement, je retournais aux États-Unis tout le temps pour être attaché de presse pendant l'Assemblée générale. Et puis, de 2013 à 2014, j'ai travaillé en tant que directeur de programme à la radio Jaune et Noire de la SEC Mimosa. De 2015 à 2017, avec Fréquence 2 en tant que chef du département production. Et puis, de 2017 à juillet 2023, donc fin juin 2023, j'étais chef adjoint de la radio des Nations Unies au Mali, Mikado FM. D'accord. Moi, Martial, aujourd'hui, on sait, ton nom vient s'ajouter au lot des autres écrivains. On connaît Gouze, on connaît Josué Guébo, il y a même des journalistes qui s'essaient aussi à l'écriture. On peut citer ici Serge Billet, par exemple, il y a Venance Conan, tout ça. Alors, Martial, assume-t-il, tu t'es inspiré de quoi? De qui? De tous ces auteurs que l'on vient de citer? Est-ce qu'il y a un qui est le modèle qui te conduit à l'écriture? En fait, je ne vais pas me jouer le grand lecteur ou celui qui est versé dans tout ce qui est littérature. Non, mon constat, ça a été que je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on a plein d'évanciers qui ont travaillé dans ce pays, qui ont offert leur talent à ce pays, qui ont fait pas mal de choses à ce pays et qui malheureusement décèdent et tout leur savoir est enfoui. C'est comme si ces personnes n'ont jamais existé. Je me suis dit, il est important pour moi d'en parler et je l'évoque même dans l'avant-propos en parlant de Kader Ondao qui a quitté ce monde. Kader qui avait prévu d'écrire un livre qui était censé s'appeler « Ce que je dois au micro », qui était inspiré de son mentor, qui est Kanté Boubacar, qui lui également n'a pas pu écrire parce qu'il est décédé. Donc je me suis dit, je pense que c'est un devoir pour nous de pouvoir, en tant qu'hommes des médias, de pouvoir documenter ce que nous faisons. Sinon, nous passons comme si nous n'avons jamais vécu en fait. Dans ce livre, tu reviens sur ce que tu dois au micro, donc de ton parcours. Tout à fait. Dans quel objectif? Le but, c'est de pouvoir laisser quelque chose aux jeunes générations. J'estime que moi, je n'ai pas eu de mentor, je n'ai pas eu cette chance. Donc, c'était une sorte de devoir, mais aussi c'était un prolongement de ce que j'ai eu déjà à faire
parce que j'aime beaucoup aider les plus jeunes. J'aime tendre la main. Et je me suis dit, le moment est venu pour moi de pouvoir le faire à travers un support qui pourra permettre de toucher davantage de personnes. Il faut qu'on s'habitue à ton visage, hein, donc il faut regarder à D'accord, ok. la caméra juste en cette face. caméra, d'accord, ok. Désolé. Parfois, fait comme un man qui veut que la caméra... D'accord, donc c'est un peu ça. Très bien. C'est laisser des traces, tendre la main aux jeunes générations, mais aussi susciter une sorte d'émulation auprès de mes coreligionnaires, de certains devanciers également, pour qu'on puisse écrire. Il faut qu'on écrive. C'est important. Il faut laisser des traces. Il faut laisser des traces. Martial Hassem, comment est-ce que vous qualifierez ce livre? Est-ce que c'est en mémoire? Est-ce que ce sont des mémoires ou est-ce que c'est une autobiographie? Bon, certains appellent ça autobiographie. Moi, je dirais tout simplement que c'est un témoignage. C'est un témoignage de ma vie, de mon expérience, parce que je touche à des points qui sont personnels. Je touche à des points qui sont également professionnels. Et puis, je reviens sur mon expérience en tant que jeune animateur qui a commencé, qui n'avait pas eu... D'abord, je n'avais aucune formation. Hein. Quand j'ai commencé à travailler sur la radio, je n'ai jamais eu de formation, je n'ai jamais été stagiaire ou quoi que ce soit. Mais j'étais un passionné. Donc, ma passion m'a emmené à me cultiver, m'a emmené à suivre des devanciers, à les écouter et à faire en sorte que je puisse être quelqu'un qui ait son mot aussi à dire. Parce qu'en tant que jeune aussi, venant de Yopougon, c'était un peu compliqué parce que beaucoup de frustration. Il fallait prouver d'où on vient. Finalement, c'est un talent qui n'a pas eu besoin donc, de faire gel honneur comme on fait d'habitude. En fait, c'est le talent. Les talents comme nous les voulons. Et ça, j'en parle dans le livre parce que je me dis qu'avant d'avoir l'instruction académique, il y a le talent qui est naturel. Il faut pouvoir le découvrir, il faut pouvoir le cultiver comme un muscle qu'on travaille. D'accord. Voilà. Je suis parti dans le livre, à la page 247. Je lis au premier paragraphe de la ligne 5 à la ligne 8. Malgré la fatigue et le sommeil, l'excitation du retour à New York m'aidait à tenir sur les pieds pour sacrifier aux formalités douanières et rejoindre le domicile de mon tuteur. Mais en même temps, quand on regarde le titre n'entretient-il pas un complexe? Il donne l'impression que réussir dans la vie, c'est quand on quitte chez soi pour aller à un ailleurs, de Yopougon à New York. Expliquez. Non, pas le complexe. Je veux dire, c'est un parcours, comme je l'ai dit. C'est un témoignage, c'est un parcours. Je parle de ce que j'ai fait. Donc, pour moi, partir de Yopougon, c'est déjà rendre hommage à cette commune qui ne bénéficie pas très souvent de discours élogieux parce qu'on la considère comme une cité de plaisir facile, une cité où rien de bon ne sort. Rendre hommage à Yopougon, mais dire aussi qu'on peut partir d'un milieu défavorisé et même difficile et puis atteindre le sommet. Parce que mine de rien, New York, c'est le toit du monde, d'une certaine façon. C'est une façon Surtout de dire... quand on n'y va pas en aventure. Voilà, c'est pas en aventure. C'est dire qu'on peut partir de zéro et devenir un héros. C'est possible, mais il faut travailler, il faut être discipliné et puis il faut se dire qu'on a une vision. Voilà. Moi, je reviens toujours dans le livre. Je vais vous titiller un peu parce que je pense qu'on a une autrice en fait en commun, Mariam Abba, avec une si longue lettre qui est remplie d'enseignements. Vous la citez et je récite. J'ouvre les guillemets. C'est de l'harmonie du couple que naît la réussite familiale. Ce sont toutes les familles, riches ou pauvres, unies ou déchirées, conscientes ou irréfléchies, qui constituent la nation. La réussite d'une nation passe donc irrémédiablement par la famille. Fin de citation. Est-ce que vous pensez que vous auriez été une femme, vous auriez pu être à ce point dans votre carrière? Moi, je ne fais pas de différence entre un homme et une femme. Pour moi, c'est pareil. Je vous dis dans votre livre que vous laissez quand même votre famille seule et que vous reveniez, hein, je le cite à la fin, et qu'au moment où le livre en fait, paraîtra, vous seriez de retour en fait, pour pouvoir voir vos enfants grandir auprès des vôtres. Est-ce que vous pensez qu'une femme en fait, aurait pu faire ce choix de carrière? Pourquoi pas? Moi, je veux dire, quand on vit avec quelqu'un, il faut pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'on est ensemble. Moi, je suis le genre de personne qui aime accompagner son épouse. D'accord. Je célèbre ses victoires. Je l'aide à grandir comme elle m'aide en retour aussi à grandir. Donc, s'il avait été question qu'elle parte, j'aurais fait l'effort de l'accompagner parce que je ne suis pas un briseur de rêves. D'accord. Donc, vous avez gardé les enfants à la maison? Bien sûr. Si je prends l'exemple des États-Unis, j'ai appris, par exemple, parce que ce n'était pas quelque chose que j'avais hérité de mes parents, j'ai appris, par exemple, à préparer, à faire la cuisine, à laver le bébé, à faire tout ça. Ce n'était pas quelque chose que mon père ou ma mère m'avait appris, parce qu'ici, on a le support familial. Mais j'ai dû faire ce que j'avais à faire. Donc, je suis un homme d'action. Quand je dois faire, je le fais. Au-delà du concept de montrer au lecteur qu'on peut partir de zéro pour atteindre le sommet, quel est le message que cache de Yopougon à New York? De Yopougon à New York, c'est de dire qu'il faut être motivé dans la vie. La vie, c'est une opportunité qui nous est offerte. On dit souvent que la vie est dure. Mais quand on a fini de dire ça, on n'a rien dit. Parce qu'il y a eu 200 millions de spermatozoïdes qui se sont battus. Il y a un seul qui a réussi. Quand tu arrives à cette étape de la vie, tu te dis que dans la vie, il faut se battre.
il faut se battre. Donc, mon message, c'est de dire aux uns aux autres qu'il faut savoir pourquoi on est sur la terre, savoir saisir les opportunités, savoir qu'on n'a pas forcément besoin d'aller à l'école pour être quelqu'un qui réussit. Le talent, il faut le travailler. Les opportunités, il faut savoir les saisir. Et puis, il faut savoir aussi que dans la vie, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien relever, il faut avoir aussi foi en Dieu. Parce que ça aussi, ça aide. Quand on est dans un pays comme les États-Unis, qui est très difficile, c'est vrai que c'est un pays de rêve. Mais c'est un pays où le travail est valorisé. Vous pouvez voir des gens de 80 ans, 90 ans qui travaillent pour pouvoir assurer leur pain quotidien. Ce n'est pas une affaire de Eldorado, mais l'Eldorado a un prix. The American Dream. Marcel Hassem, on est à la fin de cette émission. Je pense que déjà vous avez, oui, on en a appris beaucoup, quand même. Édition Masaya. Masaya. C'est cela. Préface de Frem Yukbo. Frem Yukbo, un grand frère que j'apprécie beaucoup. Qu'on apprécie tous, c'est Frem Yukbo. Et puis un livre aussi qui a été réélu par quelqu'un que j'adore aussi, que j'ai découvert dans ce processus-là, c'est M. Ernest Foy de Saint-Sauveur. Très bien. Dire aussi que je serai très bientôt en dédicace, parce qu'il y a eu la présentation de l'œuvre. La question est venue. La prochaine dédicace, c'est ce dimanche à Cap-Nord, à partir de 11h. Je pourrai rencontrer les lecteurs pour pouvoir échanger avec eux. Acheter le livre, on se voit une dédicace. Davantage là-dessus. D'accord. Permettre à Marcel Hassem, pour son premier essai, faire un coup de maître pour devenir best-seller, cela est possible. J'espère. Voilà, c'est un confrère. On a commencé pratiquement donc, dans la même période. Moi, j'ai commencé en 98. Voilà, moi, j'ai commencé en 99. C'est ça. Voilà, donc dans la même période. Longtemps après. 2003. Donc, je suis très heureux donc, de retrouver le frère. Pareil, Ils se sont retrouvés aux États-Unis, donc ils ont dû souffrir un peu de galère. Moi, j'étais à New York, lui, il était, je crois, au Maryland. Mais vous êtes vu là-bas? Maryland, c'est le village des Ivoiriens. Ah ouais? D'accord. Merci à tous. dirais. Merci d'être venu sur ce plateau, Merci, Marcel Hassem. merci. Je rappelle le titre de son livre de Yopougon à New York, à voir absolument dans toutes les surfaces, n'est-ce pas? D'accord. Et à acheter. Et puis n'oubliez pas, donc il a dit demain. Demain. Non, La dédicace. Le dimanche, la dédicace. Cap-Nord. À Cap-Nord. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Prenant plaisir à vous retrouver. À très bientôt. Shalom.